Salut mes chouchous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci d'être dans ma vie. Voilà, parce que depuis que j'ai créé cette communauté, il s'est passé tellement de choses sympathiques, j'ai rencontré tellement de gens passionnants. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour le fait de faire grandir cette chaîne à travers vos likes, à travers vos forwards. Parce que en fait, si cette chaîne, une fois encore, elle existe, c'est grâce à vous. C'est pour vous qu'elle a été conçue, c'est pour vous qu'elle a été créée. Et donc, c'est un deal gagnant-gagnant. Donc merci, merci, merci. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose d'important avec vous. Alors, ce que je vais vous le dire, je suis sûr que quelque part, vous le savez déjà. Mais parfois, c'est bien d'avoir le regard des neurosciences dans tout ça. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 choses hyper bonnes pour votre cerveau que vous devez mettre en œuvre dans votre vie pour vous éviter un tas de problèmes et être beaucoup, beaucoup plus heureux. C'est OK pour vous? Alors on y va pour la première chose. La première chose, c'est pratiquer du sport chaque jour. Pratiquer du sport chaque jour. OK? En fait, ce qu'on doit faire vraiment, c'est prendre le plus grand soin de notre corps. OK? Mais les bienfaits pour le cerveau sont juste incroyables. Chaque année, il y a des études de plus en plus nombreuses qui démontrent les bienfaits de l'exercice physique dans plein de domaines. Peu importe le domaine, ça peut être lutter contre la dépression, nous rendre plus heureux, renforcer la mémorisation, augmenter une réponse à notre capacité immunitaire. Okay, et je vous demande de ne pas devenir un sportif de haut niveau. Hein. Ce n'est pas du tout le but. C'est de faire de l'activité physique. D'accord? Pourquoi le sport? Parce que le sport, en fait, libère des endorphines. Ça, tout le monde le sait. Paradoxalement, en fait, quand vous débutez des exercices physiques, votre cerveau se retrouve en situation de stress. D'accord? Et c'est à ce moment-là, comme il libère du cortisol, il va également libérer de l'endorphine. Ces mêmes endorphines ont entre autres pour effet de limiter la sensation de douleur. Et même dans certains cas, ça peut rendre complètement euphorique. Vous avez tous entendu parler de cette espèce d'euphorie des coureurs. Okay? Ben, c'est qu'à un moment donné, il y a une dose d'endorphine qui dépasse très largement la qualité de certains shoots de cocaïne apparemment. Donc, c'est important. Je ne vous demande pas de vous shooter au sport, je ne vous demande pas de devenir addict à autre chose, mais en tout cas, cette endorphine, elle a un tas de conséquences hyper intéressantes pour l'ensemble de votre corps. Malheureusement, le corps et le cerveau vont s'habituer petit à petit et libérer un petit peu moins d'endorphine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en permanence soit accroître les exercices, soit, mes chouchous, les varier, soit alterner les périodes d'exercice. D'accord? Je vous rappelle que les endorphines sont sécrétées par l'hypophyse et l'hypothalamus et ils sont libérés que lorsqu'il y a une activité physique qui va être relativement soutenue. Et c'est les endorphines qui vont procurer une sensation de plaisir. Okay? Vous savez, quand on a fini le sport et qu'on se sent super bien, merci l'endorphine. Okay? Donc, il y a des chercheurs en Floride qui ont mesuré plein d'activités, et notamment des activités comme monter aux arbres. Okay? Et ils ont remarqué qu'à travers le développement de l'endorphine, eh bien, les personnes qui ont fait ces activités physiques, mais vous pouvez faire ça avec plein d'autres choses, hein, augmentaient leur mémoire de 50% sur des temps très courts. Okay? Maintenant, un petit peu plus globalement, ce sont ce qu'on appelle les exercices de proprioception, c'est-à-dire en relation avec la perception de votre corps qui offre des bénéfices. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser des exercices qui font bouger une grande partie de votre corps, et mieux ça va être. Ça ne veut pas dire que la course à pied, c'est pas bon, okay? Mais si vous faites de la course à pied, bougez vos bras. Okay? Et en tout cas, essayez à chaque exercice physique de mettre en mouvement tout le corps. Okay? Et surtout,
démarrer doucement. C'est très important quand on démarre une activité physique de démarrer doucement. C'est pour ça que la plupart des anciennes écoles, et qui sont des bonnes écoles encore aujourd'hui, vont vous faire démarrer par des échauffements. Ok? Alors, quelles sont les activités, les exercices physiques et les activités que vous pouvez mettre en place? Ok? Bah, figurez-vous que la marche à pied reste l'exercice physique le plus simple. C'est l'une de celles qui a le plus d'impact sur notre dimension cognitive. Parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, les personnes qui marchent, alors attention, une fois encore, c'est marcher, mais être dans une logique d'exercice physique. Donc marcher de façon un petit peu plus soutenue. Je vous donne un exemple. J'ai un programme qui s'appelle la psychoneuronutrition. Dans ce programme, à l'intérieur, chaque semaine, les personnes qui suivent ce programme, je leur ai concocté ce qu'on appelle une marche nordique. Et cette marche, en fait, a un rythme qui est plutôt entraînant. Et pendant cette marche, je délivre des messages importants. Mais le but, c'est que les personnes marchent entre la marche normale et la petite foulée. D'accord? Donc, on sait qu'aujourd'hui, la marche, elle favorise la créativité. D'accord? Il y a des grands poètes, il y a des grands peintres, il y a des grands créateurs. On parle de Nietzsche, on parle de Rimbaud, on parle d'Apollinaire. Ils avaient intégré la marche dans leur routine créative. Je lisais dernièrement un superbe bouquin sur les philosophes et sur les poètes. Et ils avaient tous ce point commun. Ils allaient faire des grandes promenades et après, ils se posaient cette promenade et ils se mettaient à écrire. Moi-même, je suis en période d'écriture d'un prochain livre qui sortira l'année prochaine sur le cerveau. Je vous prépare une petite surprise. Et en fait, ce que je fais, c'est que très souvent, je prends mes deux chiennes, je me fais une grande balade, que ce soit en forêt ou au bord de la mer qui est juste à côté de moi. Et quand je reviens, je me pose et j'écris. Maintenant, il y a d'autres questions souvent qu'on me pose, c'est quand et combien de temps pratiquer du sport. Ok? Peu importe, j'ai envie de dire, la pratique régulière d'une activité physique, elle est plus bénéfique qu'une pratique irrégulière. Donc même si vous faites 20 minutes seulement par jour, ça suffit pour porter des résultats importants. Idéalement, pour fixer votre routine sportive, essayez de vous exercer les jours et des horaires fixes. Okay? On sait aussi qu'il y a deux moments en termes d'énergie qui semblent particulièrement intéressants pour booster les effets de votre pratique sportive. Le matin avant de commencer à travailler. Ça, c'est important. Moi, par exemple, tous les matins, je me fais une demi-heure d'intervalle training, de sport. Et je le fais à jeun, puisque je fais du jeûne intermittent en permanence dans ma vie. Donc, non seulement je fais ce sport, j'élimine, c'est vraiment bon pour moi, ça me met en énergie et c'est OK. Et on dit qu'en fin d'après-midi, après le travail, c'est aussi quelque chose de très propice en termes d'énergie. Okay? Pour les personnes qui, comme moi par exemple, travaillent à domicile pour une grande partie de leur temps, vraiment je trouve que de faire du sport après une fin de journée, quand on est travailleur indépendant, infopreneur, quand on est coach, formateur et qu'on travaille une grande partie de son temps aussi à la maison, c'est important de créer un sas de décompression, d'accord? Pour pouvoir passer d'un univers à un autre, moi j'ai besoin et je recommande à mes clients de créer des sas, ok? Et les sas, ces petits espaces dans lesquels on va faire autre chose. Donc, non seulement vous rechargez vos batteries, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'énergie pour la soirée, et ça c'est plutôt intéressant. Maintenant mes chouchous, pour ancrer votre habitude sportive, c'est important que vous mettiez en place des rituels, des petites routines, des petits déclencheurs qui vont faire la différence. Par exemple, si vous courez tôt le matin ou le soir avant de vous endormir, vous préparez toutes vos affaires, d'accord? C'est-à-dire que le matin, ça doit être facile d'accès pour faire votre sport. Ça aussi, c'est très important parce que, en fait, on mesure souvent une activité qui pourrait être un peu délicate. Faire du sport, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Si c'était facile, ça se saurait. Et ça demande un effort de volonté. Mais tout ce qui va vous permettre de réduire les petites contraintes. Par exemple, le matin, moi, je ne veux déranger personne, donc je ne veux pas faire de bruit. Donc, si je m'aperçois que je n'ai pas mes affaires, ça augmente mon niveau de stress et c'est pas cool. D'accord ?
Donc vraiment, organisez tout ça. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, commencez doucement. D'accord? Si vous voulez vous mettre dans cette application de vous faire 20-30 minutes de sport par jour, d'abord pratiquez 5 minutes, puis vous augmentez 10 minutes, 15 minutes, ok, et jusqu'à 20-30 minutes, peut-être 1 heure si vous le voulez. Mais surtout, inscrivez la routine et l'exercice dans votre mode de fonctionnement. Okay, c'est une des grandes clés de la réussite. Commencez aussi petit que vous pouvez. Okay, tu veux courir un marathon, on ne va pas commencer de te demander à te courir 10 km tous les jours. Tu vas faire des petits entraînements d'une demi-heure. Okay, après, tu vas dans ces entraînements augmenter la résistance, augmenter ton accélération, augmenter ton rythme cardiaque. Donc il y a une progression que vous devez intégrer. Si vous passez à zéro sport, à du sport tous les jours, mais que l'exercice devient trop contraignant, votre cerveau aura exactement la même réaction que lorsque vous posez la main sur une plaque électrique. Ce n'est pas la peine. La deuxième chose qui va de soi avec une pratique sportive, c'est bien se nourrir, d'accord, avoir une bonne alimentation. On sait aujourd'hui qu'une grande partie de notre intelligence est liée à la façon dont nous nous alimentons. Il y a plein d'études qui sont orientées sur cette voie-là, qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, vous le savez maintenant que votre cerveau consomme beaucoup d'énergie, d'accord? À peu près 25% de votre énergie. Okay, il est énergivore. Par exemple, si on compare notre cerveau aux autres animaux, un singe de 25 kg doit manger 8 heures par jour pour entretenir les 53 milliards de neurones. D'accord? 8 heures par jour, 53 milliards. Nous avons à peu près 87 milliards de neurones. Et plus encore, nous avons 3 à 5 fois plus de cellules gliales qui sont également grandes consommatrices. Okay, donc, grosse consommation d'énergie. Très grosse consommation d'énergie. Il s'est passé aussi un truc dans notre monde qui est l'invention de la cuisson. C'est vrai que cette invention de la cuisson, elle nous a donné un grand avantage. Cuire les aliments, ça permet de les rendre plus facilement digérables. Du coup, on peut s'alimenter plus facilement et alimenter notre cerveau en énergie. Okay, la cuisson des aliments, ça a servi aussi comme exhausteur de goût. On ne le sait pas toujours, mais parfois cuire des aliments, les rendre meilleurs. Il suffit simplement de voir avec la viande. Okay, et c'est la raison pour laquelle l'homme et même les singes ont une attirance pour les aliments cuits. D'accord ? En tout cas, votre cerveau consomme beaucoup d'énergie. Et comme le cerveau consomme cette énergie, il faut vraiment qu'on intègre cette dimension-là aujourd'hui à notre mode de fonctionnement. Il y a des aliments cuits, il y a des aliments qui sont crus. Tout ce qui va être à base de légumes, de fruits, si vous le pouvez, mangez-les crus. Voilà. Parce que on s'est rendu compte que la qualité nutritive, l'apport en énergie était beaucoup plus important que ça. Vous savez, on sait aujourd'hui que votre cerveau il a besoin de 40 éléments indispensables. Dans ces 40 éléments, on trouve quoi? On trouve l'eau. Le corps est composé à peu près de 70% d'eau. Votre cerveau de 80% d'eau, donc autant vous dire qu'il a besoin énormément d'eau. Et en moyenne, on devrait boire à peu près 3 litres d'eau par jour pour les hommes et 2,2 pour les femmes. Pour certains chercheurs, ce chiffre ne serait pas obligatoirement fondé. Pourquoi? Parce que en fait, le besoin en eau varie en fonction de plein de facteurs. L'âge, le poids, est-ce que vous pratiquez du sport? Maintenant, il y a plein de personnes qui ne boivent pas assez. Est-ce que vous buvez assez? Ok. Un moyen assez simple pour avoir une idée consiste en fait, à regarder vos urines, tout simplement. Si vos urines sont jaune clair, tout va bien. Si elles sont foncées, proches d'une couleur un peu ambre, il y a de grandes chances que vous soyez déjà déshydraté. Mais comprenez que quand vous êtes déshydraté en bas, c'est que vous êtes très déshydraté en haut. D'accord? Alors, il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'aime pas boire l'eau. Qu'est-ce que je pourrais faire pour boire plus ?» Il y a un moyen très simple qui consiste à intégrer le fait de boire dans une routine quotidienne.
D'accord? Une fois encore, c'est la répétition et c'est les rituels qui vont vous aider. Vous pouvez par exemple prendre chaque jour une bouteille d'eau, ok, et vous habituer à l'avoir terminée le soir. Okay, c'est une bouteille d'eau, ce soir est terminé. Très important. On a également besoin de glucose, mes chouchous. Le cerveau carbure au sucre, mais pas n'importe lequel. Le glucose, vous en trouverez dans les pâtes, dans le pain, okay, vous en trouverez dans les fruits également. C'est important, il y a des personnes qui veulent complètement éliminer le sucre dans leur vie. Ça génère énormément de carences au niveau des neurotransmetteurs. Une fois encore, hier j'étais encore à dîner avec un ami qui a eu un nutritionniste qui lui a dit mais il faut que tu arrêtes complètement le sucre, complètement le gras. D'abord je me demande quel genre de nutritionniste peut dire un truc comme ça. Et puis ensuite je lui dis mais tu sais, les extrêmes ne sont pas bons et on ne fonctionne pas aux extrêmes. Pourquoi? Parce que les extrêmes ne génèrent que des carences. On va la plupart du temps favoriser un système pour en déséquilibrer un autre. C'est important de faire attention à éliminer le plus de sucre raffiné dans sa vie, mais nous avons besoin de sucre. Et c'est important, notre cerveau a besoin de sucre. Donc si tu ne veux pas te retrouver en fatigue cérébrale, c'est important d'avoir du sucre. Maintenant, quand il y a de la fatigue cérébrale, il y a une fatigue de tout le système. Donc c'est important de... On a également besoin d'oméga 3, mes chouchous. Les oméga 3, ça aide à lutter contre les maladies neurodégénératives, on le sait aujourd'hui. Okay, quand on parle de maladies neurodégénératrices, on parle d'Alzheimer, ok? Vous trouverez des oméga 3 dans les poissons, comme le saumon, comme le maquereau. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais aujourd'hui, il existe des très bons poissonniers aujourd'hui. Allez les voir, et ça c'est important. Autre chose, nous avons besoin d'acides aminés. Okay, par exemple, le tryptophane, c'est le neurotransmetteur de la sérotonine. Il aide à se sentir bien. Donc, on a besoin d'acides aminés. On a besoin de bonne graisse. Vous savez que le cerveau, c'est également l'organe le plus gras du corps. Okay, et la graisse est une grande partie de sa composition avec l'eau. La moitié d'eau, la moitié de graisse, okay, dans leur proportion. Okay, donc c'est important de comprendre que nous avons besoin de graisse. On a juste besoin de bonne graisse. Okay, on a besoin de fer, mes chouchous. Il sert à transporter l'oxygène vers le cerveau, une fois encore. Du fer, il y en a dans des viandes rouges. Alors je sais qu'il y a tous les véganes qui vont me dire « Mais comment, David, tu peux faire la promotion de… » Chacun trouvera sa voie. Chacun trouvera… moi, je ne suis pas un adepte du vegan complet. D'abord parce que je vais aimer manger de la viande. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que j'étais un super vegan. Je fais très attention à ce que je mange. Je mange de la viande de super qualité. En plus, je mange de la viande cachère, qui est encore une autre forme de rapport à l'alimentation. Mais c'est important de comprendre qu'on a besoin aussi de fer. Et du fer, il y en a quand même pas mal dans les viandes rouges, naturellement à manger avec la plus grande des intelligences et de conscience. Vous le savez également, on a besoin de vitamines, B3, B6, vitamine C. C'est ça qui va synthétiser par exemple la noradrénaline. La noradrénaline, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui est lié à la concentration et à l'attention. Si on va du côté de la vitamine B1, okay, la vitamine B1, en fait, c'est ce qui va synthétiser l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur qui est lié à la logique d'apprentissage, à la mémorisation. Okay, et tout ce qui vont être vitamine B, B12, B9, pardon, B12, B6, ça favorise la transmission d'informations entre les neurones. D'accord? Donc, on a besoin de vitamines. Une fois encore, le but de cette capsule, c'est de vous alerter et de vous dire, OK, est-ce que vous êtes conscient que dans votre alimentation, il doit y avoir tout ça? Si ce n'est pas le cas, faites des recherches. Il y a un tas de choses sur YouTube ou sur des blogs qui sont super bien faits. Et moi, je vous invite vraiment à, pourquoi pas même prendre des compléments alimentaires, que ce soit en oméga 3. Oméga 3, vous avez des très bonnes huiles. Hein. Une fois encore, achetez toujours des huiles d'une super bonne qualité. Okay, moi, je vous recommande de prendre de l'huile bio, l'huile de noix, l'huile de noisette. Enfin, toutes ces huiles sont pleines d'oméga 3, d'oméga 6, c'est super intéressant. L'huile de colza. Okay, donc, il y a des très bonnes huiles dans nos supermarchés bio. Allez les prendre et une fois encore, on a besoin de ça. Donc, faites juste une augmentation de la conscience à travers les différentes informations que je viens de vous donner. Est-ce que votre alimentation comporte tout ça?
Si la réponse est non, enrichissez. Développez une alimentation différente. Apprenez à manger beaucoup de choses différentes. Ça aussi, c'est important, ça aide. Puis troisième point, une fois encore, vous le savez, mais c'est essentiel de le rappeler, bien dormir. Vous allez voir que souvent, avec l'âge, on va dormir de moins en moins bien. Okay? Le but, c'est de pouvoir redormir comme un bébé. Okay? Donc, comment passer de bonnes nuits réparatrices et démarrer la journée en énergie? Le maître mot va être la régularité. D'abord, je vous invite à vous endormir à des heures régulières. Couchez-vous à des heures régulières tous les jours de la semaine. Ça, c'est important parce que pour que votre cerveau puisse organiser une horloge biologique, il faut qu'il ait des repères. Et les repères sont souvent liés. D'abord, les repères les plus importants pour le cerveau sont ceux de l'endormissement, okay, l'heure de l'endormissement et l'heure de réveil. Okay. Assurez-vous toujours d'avoir les mêmes horaires d'endormissement et de réveil. Ça, c'est important. Plus vous ferez ça, et plus vous allez aider votre corps sur la durée à vous adapter. Alors, sachez que votre corps, il suit un rythme qu'on appelle un rythme circadien, qui lui, en fait, en plus, ne fait pas la différence entre la semaine et le week-end. D'accord? Ça, c'est que nous qui faisons la différence. Comprenez que notre rythme biologique, semaine, week-end, lui, il est journalier, d'accord, notre rythme biologique. Et le rythme circadien, c'est un rythme biologique qui se déroule sur 24 heures, à peu près, d'accord? Donc, votre cerveau s'endort petit à petit. Ça veut dire que le cerveau, il ne s'endort pas d'un seul coup. Il y a des zones du cerveau qui s'endorment les unes après les autres. Okay? Il y a une équipe de l'INSERM de Lyon qui a étudié notre activité cérébrale, okay, électrique, à l'endormissement. Et ils ont mis à jour quelque chose de vraiment intéressant, c'est que les zones du cerveau, en fait, s'assoupissaient dans un ordre très particulier. D'abord, on va s'apercevoir qu'il y a le thalamus qui va s'endormir en premier. Le thalamus, lui, c'est la zone qui réceptionne les informations sensorielles. D'accord? Ensuite, il va y avoir le cortex, environ 10 minutes plus tard. Le cortex, je vous rappelle que c'est cette zone-là qui, tout autour, analyse les informations. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que l'endormissement prend du temps. Vous devez donc respecter votre rythme. Et pour respecter votre rythme, vous devez apprendre à identifier votre rythme de sommeil. Sachez que les cycles de sommeil durent environ 90 minutes. Donc, évitez de vous réveiller avant la fin d'un cycle. Sinon, en fait, vous allez perdre une grande partie des bénéfices de consolidation de votre sommeil et de tout ce qu'il peut vous apporter. Donc, c'est important. On dit dans notre monde moderne qu'il faudrait dormir 8 heures. Je vous le dis, c'est une invention du monde moderne. D'accord ? Vous devez comprendre qu'avant, si on retrouve des bouquins de l'époque, avant l'invention de l'électricité, nos ancêtres se réveillaient au beau milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, ils avaient des activités. La lecture, la prière, l'étude. Okay, et puis après, ils se recouchaient. En fait, on s'aperçoit que de nos jours, il y a des personnes qui pratiquent le sommeil polyphasique. Ça consiste à répartir ses heures de sommeil sur 24 heures et pas en une fois pendant la nuit. Okay? Quand on organise le sommeil une fois pendant la nuit, on appelle ça le sommeil monophasique. Le sommeil polyphasique, il est utilisé notamment quand la vigilance, elle est nécessaire. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des skippers qui ont fait la route du Rhum, ou certains militaires qui vont faire des tours de garde, de veille. Dans ces cas-là, on organise le sommeil polyphasique. C'est très important. On sait également qu'il y a plein de personnages célèbres. Léonard de Vinci, Edison, étaient des adeptes du sommeil polyphasique. Okay? Certains historiens même, selon certains historiens, pardon, le sommeil polyphasique était le sommeil originel. Ça veut dire que dans la logique préhistorique, les hommes préhistoriques, à l'époque, avaient recours au sommeil polyphasique pour rester vigilants face aux prédateurs. Donc il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des difficultés de sommeil. C'est parce que peut-être vous êtes plus en lien avec les techniques de sommeil polyphasique
que monophasique. D'accord? Donc, parfois, il y a des personnes qui vont dire « j'ai un mauvais sommeil ». Non, non, tu n'as pas un mauvais sommeil, tu as peut-être un sommeil polyphasique. Donc, si c'est le cas, il faut que tu organises ton univers autour de ça parce que c'est plus facile d'adapter son univers à un sommeil polyphasique que de basculer dans le monophasique. Même si c'est faisable avec un petit peu d'entraînement, mais une fois encore, ça passera par la règle que je vous expliquais tout à l'heure. On démarre au début, on s'endort à la même heure et on se réveille à la même heure. D'accord? Je vous donne une dernière technique, c'est la technique d'Huberman, qui est une technique autour du sommeil polyphasique, qui consiste à prendre à peu près 20 à 30 minutes de sommeil toutes les 4 heures dans la journée. Okay. Il y a des entraînements pour les sportifs de haut niveau chez les athlètes américains qui a marqué vraiment cette capacité à développer des aptitudes cognitives, le renforcement, la résistance en utilisant le sommeil polyphasique. Voilà. Okay. L'essentiel en tout cas, c'est de dormir votre compte et de bien dormir. Okay. Peut-être que dormir 8 heures, c'est peut-être pas la solution la plus adaptée pour vous. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Il y a des petits dormeurs et il y a des gros dormeurs. Donc apprenez vraiment à déterminer la quantité de sommeil dont vous avez besoin, mes chouchous. Okay. Et chose très importante, dormez dans le noir. Dormez dans le noir complet, ça favorise vraiment un bon sommeil. Pourquoi? Parce que dans le noir, le corps produit de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En plus, dormir sur le côté pourrait être également bon pour le cerveau. Il y a une étude américaine sur les rats qui montre que la position latérale favorise l'élimination des déchets au niveau du cerveau. Voilà. Donc, vous avez trois blocs pour améliorer votre cerveau, améliorer votre cognition. C'est parti mes chouchous. Je vous aime. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Il y a plein de gens autour de vous qui ont besoin de faire du sport, qui ont besoin d'améliorer leur sommeil et qui ont besoin parfois d'avoir une petite conscience nutritionnelle différente. Ok? Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.